Salut, c'est Guillaume de Hilo. Donc, pour ce nouvel épisode de Bouillon, le balado, on avait envie de jaser de ce qui se passe présentement au Moyen-Orient et voir comment ça va avoir un impact, comment ça a déjà un impact chez nous sur notre chaîne alimentaire. Donc, pour cet épisode-ci, on s'entretient avec Simon Brière, qui est stratège principal chez R.J. O'Brien, qui est la plus ancienne et la plus influente firme de courtage aux États-Unis. Donc, voilà, je tiens à mentionner que cet épisode-ci a été enregistré le 25 mars 2026. Les choses bougent tellement vite au niveau politique, au niveau économique présentement. C'est important de bien contextualiser la discussion. Donc, sur ce, bonne écoute. Premièrement, cheers. Cheers, je suis content d'être là. Ben oui, à Saint-Hyacinthe en plus. Saint-Yaya. Donc, on avait envie de te jaser aujourd'hui parce que là, ça va faire dans les prochaines heures, prochains jours, un mois, que ça l'a pété, éclaté au Moyen-Orient. Exact. Puis, on vit tout le stress lié à ça avec nos clients. Tu le vis assurément aussi. Absolument. Tu es partout dans les médias pour essayer d'expliquer ce qui se passe, nous rassurer un peu. On avait envie de t'entendre. Là. Comment tu résumerais la situation actuelle? Puis, c'est quoi l'impact sur notre chaîne alimentaire, sur ce qui s'en vient? J'ai envie de te poser juste cette question-là, puis j'ai l'impression que ça va remplir notre temps, mais comme juste curieux de t'entendre pour essayer de mieux comprendre, parce qu'on en lit du stock, là, puis là, j'avoue que c'est un peu confus, là. C'est souvent le cas, hein? Quand on parle des marchés financiers, puis quand on parle d'un élément du Moyen-Orient, puis là, on rentre, puis finalement, on explose le sujet, puis... Sans mauvais jeu de mots, là. Effectivement. Non, c'est le fun, c'est vrai, on explose le sujet. Mauvais jeu de mots, mais... Non, en fait, c'est un excellent jeu de mots. La situation actuelle, si on veut la synthétiser, puis essayer de vulgariser, puis essayer de distiller, puis garder le plus possible l'essentiel, de ma perspective, évidemment que je parle avec mes lentilles financières. Pour moi, si je lis trop d'informations, je pourrais passer la journée à lire des rapports de recherche de gens brillants. Je vais lire un côté qui dit « Ah, ben c'est les mêmes fondamentaux, hein? C'est la même région, c'est le même produit, c'est du pétrole, c'est des indices boursiers. » Il y a quelqu'un qui va avoir une définition complètement différente de ce qui va arriver, de ce qui se passe. Je vais lire un autre analyste qui va être tout aussi compétent, avec plein de lettres après son nom. Lui, avec les mêmes éléments, va avoir une conclusion complètement différente. Fait que ce qui est difficile là-dedans, c'est dans cet océan d'informations, qu'est-ce qu'il faut savoir? Est-ce que j'écoute M. Trump qui dit que la guerre, elle est essentiellement terminée, ou j'écoute les Iraniens qui disent que c'est pas du tout... Il n'y a même pas de discussion. Il n'y a pas de discussion de quoi vous parlez. Fait que ça vient qu'on est excessivement mélangé. À ça, à travers mes propres lunettes, je vais regarder les marchés financiers. Parce que c'est un peu comme le bon Dieu qui est partout. Les marchés financiers sont très efficients. C'est-à-dire qu'il y a des millions et des millions de participants. Et le matin, mettons, en mangeant mes Rice Krispies, par exemple, je vais regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du pétrole. Si le pétrole augmente, peu importe ce qui s'est dit dans l'écosystème financier, si le pétrole augmente, c'est que j'en déduis mes propres conclusions. Ah, il y a une escalade du conflit, ou ça s'est envenimé, ou ça s'est pas amélioré. Et ce qui est difficile, c'est... Puis là, je prends juste le pétrole, OK? Ce qui est quand même un gros morceau là, de la situation qui se passe présentement. Là, on enregistre, on est quelle date? On est le 23, 24? 25? Je pense qu'on est le 25. Hey, 25, ça va bien, ça va bien, les gars. On est bon. On est le 25. Dans la dernière semaine, là, juste à la pompe, ça a fait le yo-yo, là. Exact. Tu sais, je veux dire, on est monté à 1,95 dans le coin de Montréal. On est redescendu à 1,70 79 à matin, je pense. Tu sais, je veux dire, c'est juste ça. C'est impossible à suivre sur... C'est impossible. Dans le fond, le prix à la pompe, c'est souvent le premier élément qu'on remarque parce que l'impact, il est immédiat. Donc, si les références mondiales du pétrole augmentent, même si c'est à l'autre bout du monde, ça va nous affecter chez nous, en Montérégie, en Abitibi, sur la Côte-Nord, partout chez nous au Québec, même si c'est un conflit qui existe à l'autre bout du monde, parce que ces instruments financiers, c'est des références mondiales. Donc, on n'y échappe pas. Mais ça, on le ressent immédiatement. Il y a beaucoup d'autres angles morts qu'on ne sait pas, qu'on ne suspecte pas, qu'on se dit « Ah oui, c'est vrai, effectivement ». Et ces impacts-là, on va les recevoir beaucoup plus tard dans les différentes chaînes d'approvisionnement, les chaînes de production. Des dérivés de pétrole, du plastique, par exemple. Je pourrais te parler du polyester, qui est une fibre textile qui, éventuellement, va coûter plus cher. On pourrait dire qu'on pourrait se venger sur du coton, de la rayon, de la viscose, mais en même temps, le polyester
c'est un angle mort. Ouais. La peinture, tout ce qui est les côté rénovation, la peinture va coûter plus cher, le kérosène, les voyages. Au niveau agroalimentaire, les engrais. Les engrais, les fertilisants. Donc, Mais là, c'est pour les productions de cet été. Là. Je parle du Québec, du Canada. Donc là, ça va se répertorier sur les récoltes dans quelques mois. Même chose pour le plastique, voilà. L'emballage, le transport, les fertilisants. Le coût de production actuellement pour tout ce qui est agricole, il est excessivement élevé. Donc, que ce soit le fuel, la machinerie. On est dans un monde d'inflation. On est dans un monde où le coût de la vie a augmenté fortement depuis les dernières années. Et ça, c'est à peu près tout azimut. C'est la valeur d'une terre agricole, c'est la valeur d'une machinerie, c'est la valeur des intrants agricoles, c'est les fertilisants, c'est à peu près tout pour produire ce qu'on mange coûte plus cher à fabriquer. Fait que, si je comprends bien, on n'a rien vu encore. Là. On n'a rien vu encore. Je parle d'un point de vue inflationniste. D'un point de vue inflationniste, non. Dépendamment de la longueur, du durée, de l'escalade du conflit. Mais même si ça se terminait dans les prochains jours, espérons-le là, que ça se termine le plus vite possible, mais l'impact est déjà créé pour ce qu'on va consommer à l'épicerie l'automne prochain. Là, exactement. Donc, c'est sûr que j'ai un peu réagi quand tu dis on n'a rien vu, parce que j'essayais de nuancer un peu. Ça ne veut pas dire que c'est apocalyptique non plus, mais les impacts de ce qui se passe actuellement, habituellement, on le ressent 6 à 12 mois plus tard. C'est pas immédiatement. Immédiatement, ce qu'on ressent, c'est le coût de l'essence à la pompe. Ouais. Ça, on le ressent tout de suite. Par contre, tous les autres dérivés de pétrole, d'engrais, de fertilisants, de plastique, d'emballage, de transport, ça s'en vient dans les prochains mois. Donc oui, on n'a rien vu encore. Reste à savoir de quelle manière ça va augmenter de 2-3 de 5 de 10 de 20 Et ça vient frapper l'imaginaire ou ça vient frapper un peu notre réflexe des dernières années? Parce qu'on a encore une fois le même scénario inflationniste qu'on a connu en 2020, 2021, 2022. Est-ce que ça va vouloir dire encore une fois que les banques centrales vont augmenter le taux directeur? Est-ce que mon hypothèque va encore coûter plus cher? Donc, on commence à avoir un peu le réflexe naturel des dernières années de dire on la connaît, cette chanson-là, elle n'est pas super le fun à jouer. Est-ce que c'est encore ça qui s'en vient devant nous? Pour le moment, j'ai pas exactement le même pronostic, mais oui, effectivement, on se retrouve à un contexte que ça va coûter plus cher plus tard. Puis là, je suis un entrepreneur. Je t'entends là, en ce moment, là, je t'écoute, là, peu importe. Je fais quoi? C'est-à-dire, je stocke. Qu'est-ce que je fais pour me prémunir? Parce que là, je sais très bien que, mettons, je suis un transformateur. Je sais très bien que les détaillants vont refuser mon augmentation de prix ou ils vont accepter une certaine portion. Là, à un moment donné, j'ai déjà coupé dans mes marges, comme tu dis, depuis 2020. À chaque possibilité de hausse, je coupais. Là, je fais quoi? Bien, c'est une question qui est super pertinente, puis il n'y a pas de réponse facile à cette question-là. Connaître l'avenir, où je pourrais dire exactement qu'est-ce qu'on fait, je vais avoir une machine à voyager dans le temps, je vais revenir, je dis, c'est ça qu'il fallait faire. T'sais. Mais oui, effectivement. Et là, c'est un peu le principe de prophétie autoréalisatrice. Si jamais on veut tout stocker, bien, il va y avoir une surenchère, soit pour les fertilisants, soit pour l'emballage, soit pour justement passer en premier de la chaîne pour avoir accès à la ressource. Bien, comme on l'a vu un peu au début des tarifs là, qui étaient imposés par le gouvernement américain. Il y a eu un boom d'achat, il y a eu un boom d'exportation pour passer les produits de l'autre côté de la frontière avant que les tarifs arrivent. Donc, il y a probablement un peu de ça. Puis c'est une stratégie qui est très valable. Fait que oui, de stocker, de se prémunir. Il y a aussi des instruments financiers qui existent qui vont aider les entreprises, les entrepreneurs à gérer le risque. Ça ne veut pas dire l'éliminer, mais gérer le risque à un niveau acceptable. Il y a des produits financiers. Si je suis un transformateur, je suis un boulanger, mais je suis capable d'acheter du blé en bourse pour me protéger contre les variations. Si j'utilise du carburant, du fuel, des fertilisants, je suis capable d'utiliser un bout de papier qui va me permettre d'avoir des variations financières, justement pour planifier. C'est justement la planification des 12 prochains mois. Ça, il y a des stratégies qui existent. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire et à déployer? Pas nécessairement, mais il y a des solutions qui existent justement pour gérer le risque à un niveau qui est acceptable, d'avoir surtout ce qu'on veut avoir, c'est de la prévisibilité. Okay? C'est ça qui est difficile. Dans l'incertitude, tout le monde est sur le break.
Tandis que quand on prend des décisions, ça c'est peut-être mon côté, j'aime mieux prendre une décision, quitte à prendre une mauvaise décision, c'est moi qui prends la décision. Je suis capable de justifier ce que j'ai fait comme décision. Sinon, mais je laisse les marchés ou je laisse les autres prendre des décisions à ma place. Moi, je ne deal pas bien avec ça. J'aime mieux faire mes décisions, mettre en place des stratégies, puis d'avoir cette prévisibilité. Je prends souvent des exemples de sport, par exemple. Imagine-toi qu'on joue contre telle ou telle équipe. Tu sais, on joue au hockey. Prenons le Canadien de Montréal. Là, je pense que ça parle à bien du monde. Là. J'aurais pu parler de tennis ou de football. Non, non, c'est correct. Le Canadien de Montréal, on est dans l'esprit. Ça se corse. Ça se corse. On va peut-être faire les playoffs. Ça va bien aller. Si on joue contre une très bonne équipe, on a un plan de match pour faire face à cette équipe-là. Si on est dans un modèle, puis là, je reviens un peu plus à l'économie. Si je sais que je suis en récession, par exemple, bien là, je vais aller chercher mon plan de match, là, mon playbook. Genre, qu'est-ce qu'on fait dans la récession? Tac, tac, tac. J'ai déjà ma recette d'exécution pour tel scénario. Mais quand on ne sait pas c'est qui notre adversaire, quand on est dans l'incertitude, quand on ne sait pas s'il va y avoir des tarifs, quand on ne sait pas s'il va y avoir un changement sur les politiques monétaires, les taux d'intérêt, quand on ne sait pas si l'économie mondiale va ralentir à cause de la hausse du prix du pétrole qui va... Ça agit un peu comme une taxe sur l'économie mondiale. On ralentit. Cette incertitude-là met beaucoup les freins et on ne sait pas quel playbook sortir. Oui, puis tu sais, tu parles de plan de match, puis tout ça, tu parles de ne pas savoir l'adversaire, mais là, en plus de ne pas savoir nécessairement c'est qui nos adversaires, ils changent d'idée. Je les ai tous les jours, mais des fois, quelques fois par jour. Comment tu fais pour faire ta job puis comme accompagner tes clients? C'est moi, quand je t'ai écrit pour se parler aujourd'hui, la première question qui m'est venue en tête, c'est je sais pas comment il fait aujourd'hui pour travailler. Bien, fait depuis un an et quelques mois. Là, en fait, j'ai envie de te dire, depuis 5 ans, il y a eu la pandémie, il y a eu le choc d'inflation, les politiques monétaires, la Russie, l'Ukraine, les tarifs douaniers. Donc, il y a beaucoup d'éléments depuis les 5 dernières années. Puis c'est paradoxal. Sauf que, je ne veux pas te couper, excuse, mais la pandémie, on était tous dans le même bateau. L'inflation de 2021-2022, on était pas mal tous dans le même bateau. Là, il y a plusieurs bateaux, mettons, puis ils vont pas tous dans la même direction. Ce qu'il faut faire, OK, puis depuis les 5 dernières années, c'est comme je te disais, c'est un peu paradoxal. On devient de plus en plus immunisé à ces chocs du monde. Tu dis, bon, un autre. Et tu dis de l'autre côté, bien, c'est quoi la meilleure manière de réagir par rapport à ça? Et ce que nous, on fait, il y a un côté qui nous fatigue, à l'usure, je dis, bon, encore un autre. Mais il y a quelque chose de financier ou d'économique qui est fascinant. C'est-à-dire comment les marchés financiers réagissent à tous ces chocs-là. Et à date, ce qui est intéressant de voir, c'est que les manettes de l'économie, elles répondent super bien. OK? C'est-à-dire que quand il y a un choc, bien, ce que je remarque, soit au niveau des indices boursiers, au niveau du pétrole, la volatilité, les devises, c'est quand même cohérent. Donc, le travail qu'on a à faire aujourd'hui, disons, depuis les changements à la Maison-Blanche depuis un an et demi déjà à peu près, c'est plus de travailler dans une sorte de ligne droite de continuité, c'est de travailler beaucoup plus avec des probabilités. Okay? Donc, on va avoir différents scénarios. On faisait déjà un peu un scénario A, un scénario B, un scénario C. Là, t'es rendu avec des D, E, F. On va en avoir un petit peu plus et on va donner un pourcentage de probabilité à certains scénarios. Et donc, on va avoir, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un playbook, un plan de match pour chaque scénario. Parce que j'ai toujours prétendu, OK? Puis là, je fais des parallèles pour essayer d'illustrer. Si tu sais lire, tu sais cuisiner. Bon, tu ne serais peut-être pas un grand cuisinier, peut-être, ça, dire. Mais si tu me donnes une recette, mettre le four à 350, jusque-là, je pense que ça va. Mélanger les ingrédients, mettre au four 20 minutes, ça ne sera peut-être pas la meilleure recette là, d'un grand restaurant 3 étoiles Michelin, mais je devrais m'en sortir. Mais c'est ce qui a fait le succès de Ricardo, fait que ça doit marcher. Ça. Donc, ça va marcher. Aujourd'hui, si j'ai mon plan de match pour tel scénario, bien, je veux dire, il me reste juste à l'exécuter. La logique derrière est déjà faite. On est dans l'exécution, c'est beaucoup plus facile. Je t'entends. Tu m'avais dit que tu ne voulais pas être pessimiste puis que tu essayais d'amener ça avec un regard un peu plus lumineux. Mais là, tu as prévu ton scénario avant ABC, tu es rendu à DEF. Ce qui se passe justement à la Maison-Blanche, il va t'arriver avec un scénario Y que tu n'aurais jamais pu imaginer. Je veux dire, on a vu des situations où ça allait un peu dans tous les sens. Comment tu fais
Après, comment tu fais, mais est-ce que ton accompagnement client a changé? Tu sais, j'imagine des dirigeants, puis je veux pas mettre ça de manière générationnelle, mais Oui. tu sais, je veux dire, les dirigeants dirigent sensiblement de la même façon depuis des années, depuis des décennies. Là, tout d'un coup, cette incertitude-là de jouer, oui, il y a toujours eu un peu de probabilité puis tout ça, mais là, tu les prends par la main. Je veux dire, tu as des meetings quotidiens. Comment la relation a changé avec un expert comme toi qui les accompagne? Bien, on est beaucoup dans l'accompagnement. Puis pour revenir aux différents types de scénarios, moi, je me rends pas jusqu'à F. Je garde ça simple. A, B, C, peut-être D. Mais généralement, si je veux enlever tout le bruit puis l'écho des mouvements journaliers, il y a quand même une trame de fond que je suis capable de sentir un peu comme c'est quoi le courant, là? C'est quoi le courant marin, le dominant? Puis sur le long terme, c'est ça qui va habituellement arriver. Oui, si on change de direction à tous les... un peu la différence entre la température et la météo, les changements climatiques, c'est beaucoup plus de long terme. Donc, je regarde cet esprit-là pour pas avoir 28 scénarios possibles. C'est ingérable d'en avoir 28, c'est plus lequel sortir. Je serais capable de le synthétiser pour en avoir beaucoup moins. Donc, mes 3 scénarios, par exemple, un pessimiste, un qui je vais mettre mon scénario de base, c'est-à-dire voici ce que je pense qui est le plus probable. Parce que depuis 5 ans, ce qui est improbable a souvent arrivé. OK? Donc, je veux dire, C'est peu dire. J'ai même changé mon langage. Je peux plus dire ça n'arrivera jamais. Non. Non, C'est là, des choses qui ça n'arrivent. touche du bois, là. Je vais toujours dire, je ne pense que c'est peu probable. Mais, 3 petits points. Fait que j'ai un scénario qui va couvrir ça. Fait que, oui, aujourd'hui, l'accompagnement client, je dois un peu plus le rapprocher parce que le marché bouge très rapidement. C'est de plus en plus influencé par la politique. Donc aujourd'hui, la politique et l'économique, c'est indissociable. c'est indissociable. Parce qu'aujourd'hui, on a un président des États-Unis qui va dicter des fois les marchés financiers avec un tweet à 7h23 le lundi matin. Oh, ou à 2h30 la nuit, là. Oui, c'est ça. Comme bon lui semble. Ouais. Parlant d'économie puis de politique qui sont rendus intimement liés, là, il y a quelques gros événements qui s'en viennent dans les prochains mois. L'ACM, la renégociation de ça. As-tu une vision là-dessus? T'es-tu aussi optimiste qu'on a commencé à jaser? Oui, je suis quand même... OK, je suis quand même optimiste. Je pense qu'il est... Parce que c'est un défaut, je dis encore l'ALENA, je devrais dire l'ACA, mais je dis encore Club J'ai utilisé ACM ou ALENA? Non, tu as bien dit, c'est moi qui dis ALENA. Parce qu'à chaque fois que je l'écris, il faut que je retourne vérifier en ligne pour être sûr que j'ai utilisé le bon. Fait parfait, c'est exactement l'ACM, c'est l'entente entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Elle prend fin en 2036. Il faut se rappeler qu'elle ne prend pas fin cette année. Oui. Mais la renégociation est supposée de commencer cette année. C'est une entente de 20 ans, puis ils se sont dit, à mi-chemin, on va se refaire un petit power, voir si tout est correct, on veut faire certains changements. Et là, on va tomber là-dedans. M. Trump a déjà annoncé que ça ne faisait pas son affaire, qu'il voulait renégocier beaucoup. De mon côté, je pense qu'il va y avoir une renégociation. Et du côté agroalimentaire, ce qui nous intéresse beaucoup là, parce que là, je vais mettre de côté l'automobile, l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre. Je vais le mettre de côté parce qu'on va être encore ici demain. Là. Si je veux me concentrer sur l'agroalimentaire, l'éléphant dans la pièce, c'est la gestion de l'œuf. C'est vraiment ça qu'il va y avoir. Et personne ne connaît vraiment l'issue de ça. De mon côté, là, je prends un peu position, je pense que la gestion de l'œuf va demeurer. Bien, les partis politiques en place, parce que du moins, M. Carney a annoncé qu'il voulait la protéger. Moi, je pense que ça va passer. Je pense qu'on va être capable de protéger, puis c'est vraiment c'est un peu la colonne vertébrale, si je peux dire ça un peu, là, du modèle agricole canadien ou québécois avec tout le secteur laitier, le secteur des œufs, des poulets, donc tout ce côté de gestion de l'œuf-là. À mon avis, il va y avoir peut-être certaines concessions, comme on a déjà vu dans le passé, mais je pense qu'essentiellement, la gestion de l'offre devrait rester. J'avoue que c'est un dossier que qui m'intéresse, je n'ai pas le choix dans l'alimentaire, mais que je ne connais pas toutes les ramifications. Est-ce que le Canada et le Mexique auraient la latitude de repousser ce début de négociation-là pour attendre la fin du mandat de Trump, ou c'est pas une possibilité selon toi? C'est une bonne question. Je pense que... C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai nécessairement la réponse. À mon avis,
on est dû pour le faire. Il y a un cadre réglementaire pour le faire. Je pense qu'on devrait le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un peu une distraction évidente avec ce qui se passe au Moyen-Orient? Et je pense qu'il y a certains leviers politiques qu'on pourrait utiliser en disant qu'on est allié dans ce conflit. Donc, on pourrait montrer de bonne foi envers nos alliés, nos partenaires commerciaux, dans le but qu'ils se rappellent qu'on était favorables à leur côté, et pas cohérents à leur côté, c'est une bonne manière de le dire. Mais oui, je pense que l'enjeu le plus grand, celui qui nous intéresse le plus dans toute cette entente de libre-échange, c'est la gestion de l'offre ici. Et je pourrais même aller un petit peu plus loin dans tout, parce qu'on a un marché agroalimentaire nord-américain excessivement intégré. Ben oui. Donc, la protéine, les viandes, l'abattage, on peut traverser les frontières. Les veaux, le bœuf, ça traverse les frontières. Le porc, c'est la même chose. Même l'emballage, ça va être question d'actualité. Les canettes d'aluminium dans lesquelles on met nos boissons gazeuses, notre bière, essentiellement, tu en as à peu près une en Amérique du Nord qui fait à peu près tous nos besoins. Donc, on a une économie qui est excessivement intégrée. Et ne serait-ce que les fruits et légumes en hiver, je veux dire, ils viennent majoritairement de notre voisin du Sud. Il n'y a pas beaucoup d'oranges qu'on fait au Québec, par exemple. T'sais. Donc, je vois difficilement l'intérêt commun de renégocier ces ententes-là et de vraiment d'y mettre la hanche. Je suis peut-être du côté naïf, mais je vais être du côté optimiste qu'on va trouver des solutions pour s'entendre parce que je pense qu'on a une économie assez intégrée mutuellement, que c'est dans l'avantage de tout le monde. Non seulement nous, mais eux aussi. Étant donné qu'on est aussi intégrés, puis même si on s'entend moins bien, disons, politiquement, il n'y a rien qui est éternel dans la vie et de toute façon, on ne peut pas déménager. On va toujours rester les voisins d'en haut. On a comme voué à s'entendre éventuellement. Sauf que présentement, on le voit dans le secteur automobile, il reste sur ses positions. M. Trump, il ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre au Canada. L'industrie automobile canadienne essaie de se restructurer, de s'affilier avec les Chinois. Il y a d'autres situations qui se passent. Au niveau alimentaire, on entend comme un peu moins parler d'autonomie depuis quelques temps, là, où il y a des projets de pisciculture, encore des projets de serre, puis tout ça. Mais je veux dire, c'est pas un sujet de grande actualité. Je ne sais pas si cette renégociation-là va le ramener au bout du jour, mais ça me fait penser aux élections aussi qui s'en viennent au Québec dans les prochains mois, l'automne. En tout cas, pour pas dire qu'on est déjà un peu en campagne électorale. Parce qu'on est un peu, Mais quelle place va prendre, selon toi, l'alimentation ou quel impact pourrait avoir aussi la campagne électorale sur les marchés? Surtout, parce que je dis ça entre autres parce qu'on recommence à entendre beaucoup parler du Parti québécois, je ne veux pas dire menace, c'est pas le bon terme, mais pas de rumeurs, mais de projets de référendum et tout ça, qui fait toujours un peu peur au marché. Je suis juste curieux de t'entendre un peu sur la prochaine campagne qui s'en vient. Je pense qu'il va y avoir des enjeux. Souvent, dans les campagnes électorales, l'économie domine largement les autres enjeux, généralement. Oui, on va parler d'environnement, mais l'économie, c'est assez rassembleur parce que je suis capable de parler des services, de la santé, de l'éducation, parce que tout ça a besoin de financement, et sans le financement, donc j'ai besoin de l'économie. Je pense qu'actuellement, avec la fatigue des dernières années au niveau du coût de la vie, l'accès au logement, les différences, je vais parler des écarts de richesse, je pense que ça va être l'enjeu global pour moi. Je parle avec mes je suis hyper teinté de mes Ça doit toujours être ton sujet préféré des élections. Tu parlerais à quelqu'un qui est beaucoup plus en environnement, il va dire que les changements climatiques, ça va être le cœur. Moi, je parle évidemment... J'ai pas le feeling que les changements climatiques vont être le gros sujet cette année. Je pense que ça va tourner autour du coût de la vie. Et dans le coût de la vie, il y a le logement. Dans le coût de la vie, il y a l'épicerie. Donc, les élections, on n'aura pas autre choix, à mon avis, d'aller non seulement à la source, mais toutes les différentes chaînes de valeur. Donc, du champ jusqu'à l'assiette, si on veut avoir, parce que ultimement, ce qu'on veut avoir en termes de société, disons, là, c'est juste très large, on veut avoir une agriculture qui est abondante, qui est aussi à bon prix pour la population. Mais à bon prix, ça veut dire quoi? Est-ce que ça voudrait dire que les agriculteurs n'ont pas le juste prix pour leur récolte?
Est-ce que les chaînes de transformation, est-ce que les épiceries, donc toute cette chaîne de valeur-là va être abordée. Donc, je pense qu'il faut mettre en place des stratégies pour être le plus possible souverain de manière alimentaire, pour contrôler, faire en sorte qu'on a une abondance de nourriture à juste prix. Je pourrais aller dans la même logique au niveau du logement. C'est des besoins de base. Ouais. Se loger, se nourrir et d'avoir des vêtements, par exemple. Tu sais, la bonne vieille pyramide de Maslow. Ah ouais. Là, tu sais. Donc, je pense que les enjeux de la campagne électorale, ce qui va parler au monde, c'est le coût de la vie et inévitablement le panier d'épicerie. Fait qu'on parlera pas trop de référendum. non, c'est une question piège. Je sais, on va en parler, mais peut-être, je pense qu'on mais va cet en impact-là parler, sur les marchés, est-ce que tu commences à en entendre parler un peu en... Un peu, mais pas tant, Pas tant. en réalité, parce que ça, je pense qu'on pourrait en parler à tous les 5 ans, 10 ans, tous les années. Je veux dire, le projet de souveraineté au Québec. Oh, mais ça ça fait date longtemps qu'il n'y a pas eu un d'hier, chef tu du sais. Parti québécois qui le martelait aussi, je veux dire nomme. sérieusement, là, qui Ouais, le nomme aussi. Il nomme. Il dit, ben, voici le projet, puis voici la vision qu'on a. Et là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, je veux dire, il y a plein d'enjeux là, au niveau du marché obligataire, au niveau des devises, au niveau du fonctionnement, du financement. Donc, c'est un sujet qui est excessivement complexe. Et là, ben, je vois aussi, encore une fois, à même l'identité économique, ce qui se passe chez les différentes strates d'âge. Ouais. Pourquoi la souveraineté, par exemple, parle plus aux jeunes qu'aux plus âgés? C'est que les jeunes se trouvent dans un scénario plutôt économique difficile. L'accès au logement est à toute fin pratique impossible si tu n'as pas un parent qui t'aide, qui a déjà une richesse qui te la transfère, un coût de la vie qui est excessivement élevé. On se dit... Ils sont pessimistes par rapport à l'avenir. Là. Ouais. Ben, disons, la structure qu'ils ont devant eux, ils la comparent avec ce que les autres générations ont eu. Et on est peut-être de la même génération. Ouais, Moi, dans les années 90... Je regarde la quantité de poils blancs qu'on a dans notre barbe, on doit être sensiblement... On de la commence même- à être pas mal de la même âge. Moi, dans les années 90, j'ai grandi avec les Simpsons. Hein, Ouais. les petits bonhommes des Simpsons. Et là, moi, je trouve que ça vient frapper un peu mon imaginaire. Tu sais, Homer Simpson, là. Bon, c'est jamais un compliment de se faire traiter C'est d'Homer normal. Simpson. Non, OK? effectivement. Sauf que si j'enlève tout ça, Homer Simpson, là, un seul salaire, Ouais. très peu éduqué, travaille à l'usine du coin, mais il a 3 beaux enfants, il y a une maison à 2 Grosse étages. maison, ouais. Avec une un vie garage. familiale, un garage, 2 voitures. Ils vont en vacances ici et là. Ce modèle-là, aujourd'hui, n'existe plus. Évidemment, c'est caricatural. Ce que Non, je mais veux dire. t'as raison. Mais la politique, peu importe la couleur de Ben, ton c'est- parti politique, demain matin, j'aurai pas nécessairement plus de maisons. Ça va prendre. Mais c'est la vision, c'est le long terme, c'est fais-moi rêver avec un projet de quelque chose. Et je pense que ça, ben, ça l'englobe un peu l'économie. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Puis là, moi, je viens d'avoir un petit garçon. Ouais, félicitations. Il y a 3 mois. Fait que ça change. T'es pas trop un peu. cerné pourtant. Ça Non, on est. Ça va, t'es chanceux. Ben oui. T'as mais pigé le bon numéro. Oui, ben on se partage les tâches, puis ça va super bien. Là. C'est le plus beau petit chaos du monde. Ouais. C'est Mais bien ça dit. change ça change la vision même économique de court terme versus long terme. Parle-moi du long terme, parle-moi d'un projet, parle-moi de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qui va faire en sorte que mon garçon, dans 20-30 ans, ait une condition de vie meilleure que la Ouais. mienne, par exemple. Donc, tu sais, je pense que ça, évidemment, ça passe, pour moi, c'est sûr, ça passe par l'économie, ça passe par un projet de société, qu'elle soit québécoise ou canadienne. Je n'ai pas une allégeance politique, je suis beaucoup plus nerd dans mon travail. Mais effectivement, que l'économie, l'inflation, le coût de la vie, le panier d'épicerie, le logement, tout ça mis ensemble, ça parle au monde en ce moment-là. Parfait. Ben, mais merci pour ton temps. T'as-tu avec ton optimisme légendaire, as-tu un dernier message pour les entreprises en bioalimentaire là, pour affronter les prochains mois? Là? On baisse la tête puis on fonce. Baisse la tête. Je pourrais continuer pendant 5-10 minutes encore. Je te dirais, on baisse la tête puis on fonce et on se souvient que rien n'est permanent. Donc, quand ça va pas bien, ça ne durera pas tout le temps, ça va aller mieux. Hein? Les cycles, les saisons. Et quand ça va bien, on se souvient que ça n'ira pas toujours bien. mettez-en un peu de côté pour les moments que ça va être un petit peu plus difficile. Donc, de prendre un peu de recul, c'est-à-dire, c'est vrai,
l'économie, les saisons, l'hiver, l'été, les récessions, les cycles économiques qui vont moins bien ou meilleurs, c'est encore d'actualité. Donc, prendre un step de recul, dire rien n'est permanent. Quand ça va bien, profitez-en. Quand ça va moins bien, foncez. Et il n'y a jamais de bonnes conditions. Moi, j'ai toujours prétendu que si tu as une bonne idée, tu as une idée, là, peu importe comment l'économie va aller, fais-toi confiance que ça va aller comme du monde. Je comprends qu'il y a des contextes et des environnements qui sont plus propices, par exemple, à lancer une entreprise ou un autre. Mais généralement, là, si tu as une bonne équipe de gestion, tu as un bon gestionnaire, tu as une vision, puis tu es sûr hey, vas-y, man, fonce. Eh bien, merci pour ton optimisme. J'ai envie de faire un dernier cheer. Ça se peut Cheers. que je t'envoie une couple de personnes qui ont besoin de se faire rassurer puis remonter le moral. Avec plaisir. Merci, Simon. Cheers.